Salut à tous et bienvenue dans l'Académie Olympique, votre quotidienne des Jeux Olympiques de Paris 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette journée du dimanche 4 août, une journée où malheureusement il n'y a pas eu de médaille d'or pour nos Français. Néanmoins, on l'attendait, le record de Pékin est tombé, 44 breloques déjà ont été amassées par les Français en à peine 9 jours de compétition. C'est absolument énorme et on va en parler aujourd'hui en long, en large et en travers. Mais malgré tout, on ne va pas pouvoir mettre nos Français à la une car il y a eu une sacrée performance qui est la cause de notre léger retard ce soir. C'est bien évidemment, on l'attendait, cette finale du 100 mètres dont on va parler d'ici quelques instants. Mais d'abord, je vous introduis. Salut Mathis, comment tu vas? On a vécu un moment d'histoire déjà il y a quelques instants, comme à chaque finale du 100 mètres finalement. Salut Jean, ça va très bien. Écoute, comme tu l'as dit, une sacrée finale du 100 mètres. Hâte de pouvoir discuter de tout ça avec des temps enfin des athlètes qui finissent dans le même temps, c'est relativement rare, d'autant plus en finale. Ah, effectivement, on va en parler tout de suite, mais je vais d'abord introduire Maxime qui peut-être aujourd'hui n'aura pas oublié d'ouvrir son micro. Non, il est resté ouvert, donc ça devrait aller. Non, ouais, comment ça va? J'espère que vous allez bien. De ma part, tout va bien. Belle journée d'été comme on aime, même si le début était un peu pluvieux, mais ça va. Et une belle journée de JO, donc tout va bien pour cette petite heure de résumé. Effectivement, alors on va attaquer tout de suite avec le sommaire, même si vous commencez à être un petit peu habitué, puisque comme d'habitude on commencera par la perf du jour, mais pour la deuxième fois, elle n'est pas française, elle est bien américaine ce soir, il fallait qu'on en parle. Derrière on partira sur le on a vu, puisqu'on a encore deux épreuves à vous raconter aujourd'hui. Plus précisément, Mathis reviendra sur le basket qu'il est allé voir il y a quelques jours, et je me suis rendu sur les terres de l'épreuve de cyclisme sur route féminin cet après-midi. Derrière, on aura donc le point bleu avec, je l'ai dit en introduction, ce record de médailles de Pékin, nos coups de cœur du jour, le programme de demain, et puis on terminera sur un petit quiz. Les gars, on attaque donc sur la perf du soir, donc pas plus de suspense, on en parle depuis quelques instants. C'est la médaille d'or de Noah Lyles. Elle était attendue, elle lui avait échappé à Tokyo. On sait que c'est un des plus grands sprinters, si ce n'est sans doute le plus grand sprinter de la planète à l'heure actuelle, mais il a encore une certaine marge de progression sur 100 mètres. C'est un sprinter qui vient du 200 mètres et je vérifie son âge, il a très précisément 27 ans, donc il arrive maintenant dans la force de l'âge. Il est en train de réaliser ses meilleurs chronos et une fois de plus ce soir il a battu son record personnel. C'était déjà arrivé il y a un petit peu moins d'un mois où il avait couru en 9,80. Cette fois il lui a fallu descendre pour la première fois sous la barre des 9,79. Maxime, on l'attendait. Voilà, c'était l'un des hommes les plus attendus de cette Olympiade, le showman Noah Lyles, et il a répondu présent. Ouais, c'était plus que l'homme attendu, je pense, du côté américain avec tout ce qui est Team USA au basket, mais Mathis nous en parlera, je pense, peut-être après. Mais ouais, c'est un showman. Alors certes, le sommet, c'est pas son domaine de prédiction, c'est que c'est un athlète qui est le spécialiste du 200 et qui sait produire cet effort mi-course, voire fin de course. Et donc, c'est ce qui pouvait peut-être faire pencher la balance pour d'autres athlètes sur le 100 mètres, car on sait que son départ n'est pas très bon, et ça s'est vu sur cette finale. Donc, ouais, gros athlète, puis excuse-moi, grosse perf, et il nous a sorti juste une finale monstrueuse, et pas que lui, parce que je pense que pour avoir une finale aussi serrée, faut être 6, faut être 6, oui, si je me trompe pas, ou 8, 7, 8, 8. 8, 8, oui, Ouais. peut-être 8, c'est moi. 8, donc ouais, en vrai, super belle course, et ça se finit ça se joue au millième pour dire comment actuellement cette épreuve est relevée et aussi serrée. Effectivement, hein, les deux premiers de cette course, donc Noah Lyles et Kishan Thompson, ont dû être séparés au millième puisqu'ils terminent dans le même centième de seconde en 9,79. Alors pour la petite anecdote, juste avant, on a regardé la course ensemble. En pronostic, je donnais Oblique Séville, qui est donc dernier de cette finale. Mais malgré cela, Mathis, ce sur quoi je veux m'attarder, c'est le fait que justement, Oblique Séville termine dernier alors qu'il était l'un des favoris. Mais il termine dernier en 9,91. Ça se tient en 12 centièmes. C'était très très indécis ce soir. C'est exactement le point sur lequel je voulais appuyer, c'est le fait que le dernier soit en 9,91. Je sais pas si on pourrait retrouver le temps du vainqueur à Tokyo.
Mais Je il regarde me ça tout de ça doit suite. pas être, très loin de ça. Le fait que le dernier finisse avec 9,91, c'est quand même un sacré chrono. En tout cas, c'est pas ahurissant de finir à 100 mètres avec 9,91 en finale. Ça veut bien dire, le niveau de cette finale. La preuve aussi avec le fait que les 2 leaders soient départagés, dans la même, centième. Et comme tu l'as dit, Jean, c'est aussi, celui qui nous avait entre guillemets «fait la meilleure impression», en tout cas celui qu'on attendait peut-être comme concurrent numéro un de Noah Lyles, Oblique Séville, pour aller pourquoi pas le titiller, bah, qui au final finit dernier. Donc petite surprise, oui et non, parce que c'est aussi, on sait que certains gardent sous le pied justement pour la finale, mais complètement d'accord avec toi sur le fait que tout se joue en 12 centièmes, c'est quand même vachement hallucinant et c'était une finale d'un sacré niveau ce soir au Stade de France. Ah, effectivement, hein, c'est les 8 athlètes, hein, qui ont bel et bien répondu présent. C'est pas que la finale était un peu plus lente que d'autres années, c'est vraiment que, bah, que ce soir, il y avait 8 hommes qui étaient 8 hommes qui étaient en très grande forme. Pour l'anecdote, donc à Tokyo en 2020, Marcel Jacobs avait couru en 9 secondes 80, c'était le record d'Europe. Donc là, on est allé seulement un petit centième plus vite. Mais le temps d'Oblique Séville, qui est 8e aujourd'hui, lui aurait permis d'être 4e à Tokyo. Donc c'est dire à quel point la finale a été ce soir. Et c'est vrai que c'était assez fou sur la physionomie de course, Maxime. Toi, je sais que tu te plains souvent des départs de Noah Lyles, t'en parlais juste avant le départ, mais en tout cas, c'est vrai que c'est clairement un de ses axes de progression, même aujourd'hui à 27 ans. Il y a un autre homme, c'est Kishan Thompson, qui fait lui 70 voire 80 mètres en tête de course jusqu'à ce que Noah Lyles surgisse, mais vraiment dans les derniers mètres de cette course. La physionomie de cette course aussi était particulière parce que ça a mis longtemps à se décider. Ouais, ouais, non, mais on sait que c'est, je pense, un des axes, voire l'axe de progression de Noah Lyles, je pense, pour ces prochaines années. S'il veut être plus serein sur 100 mètres, s'il veut s'imposer plus facilement, il lui faut un départ plus explosif qui sort de ses starting blocks beaucoup, beaucoup plus vers l'avant, ce qui a bien réussi Thompson sur cette course-là. Et oui, bon, il se fait rattraper à, je pense, 10 mètres de l'arrivée, et même pas dans les 10 derniers mètres. On voit que Noah Lyles vraiment fournit cet effort-là et vient quand même assez bien cassé. On le voit notamment sur la photo finish par rapport à Thompson. Mais oui, c'est deux athlètes monstrueux. Alors certes, ça doit être, il doit avoir un petit goût, je pense, un peu rageur pour Thompson qui lui se voit, je pense, assez facilement, enfin assez facilement, assez longtemps plutôt vainqueur et qui dans les derniers mètres, enfin, se faire attraper par cette bête féroce qui nous a d'ailleurs encore offert un show, on en parlait Jean juste avant la course qui était assez drôle. Mais ouais, c'est d'un côté un axe de progression et de l'autre côté, bah, je pense que ça va être des erreurs à plus refaire pour Thompson. Ouais, effectivement, Thompson, après, on le rappelle, hein, mais il est encore très jeune, hein, il a seulement 23 ans. Le point de frustration pour lui, ce sera peut-être qu'il a couru en 9,77 cette année. C'était la 9e performance mondiale de l'histoire. Et il était aussi l'athlète jamaïcain le plus rapide depuis Usain Bolt. Personne n'avait jamais couru aussi vite depuis Usain Bolt. C'est ses premiers Jeux Olympiques, Mathieu, pas du tout, Mathis, au Jamaïcain. Toi, qu'est-ce que t'en ressors? Est-ce que tu penses qu'il aura plutôt la frustration de passer si proche à quelques millièmes de la victoire, ou est-ce qu'il a plutôt pris rendez-vous pour les prochains JO à Los Angeles? Pour mouiller, je vais dire un peu des deux, mais avec quand même peut-être un peu plus un penchant vers la frustration, connaissant la- le mental, la compétitivité de tous ces gars-là. On sait que bah, voilà, ça joue tellement à rien que chaque microseconde de perdu, la preuve, ça vaut une médaille d'or. En tout cas, ça peut permettre de perdre potentiellement cette médaille d'or. Donc je pense que forcément, en tant que tout athlète rationnel, ça va être la frustration qui va prédominer dans un premier temps. Et quand on se tourne vers le futur, comme tu l'as dit, par contre, Noah Lyles, lui, il a 27, il en aura 31, ça veut dire à Los Angeles. On sait que pour un sprinter, bah, ça commence déjà à être un peu plus vieux. Bon, si on oublie Usain Bolt qui a couru assez longtemps, sinon derrière, c'est quand même, au-delà de la trentaine, ça commence un petit peu à être, je pense, en tout cas pour les sprinters, un peu plus compliqué. Là où lui, si mes calculs sont bons, justement, il aura 27 ans, c'est-à-dire l'âge actuel de Noah Lyles. Pourquoi pas à son tour arriver dans la force de l'âge? Il va y avoir des championnats du monde entre-temps. Peut-être que une potentielle passation de pouvoir va s'effectuer d'ici là et pourra être officiellement déterminée à Los Angeles. On s'avance un peu, mais non, c'est vrai que ça promet quand même pour le futur, avec, je souligne quand même une pointe de regret.
je pense, qui prédomine, d'autant plus qu'il avait fait 9,77 cette année. Et pour rebondir un peu avec ce que Mathis dit, c'est là aussi qu'on voit, je tiens quand même à rappeler la précocité et quand même la longévité qu'a eu Usain Bolt sur cette discipline qui, malgré certaines échéances où on sait il a fait des faux départs, où il a fait quelques petits loupés, il est quand même resté là un bon bout de temps et était quand même le patron de cette discipline pendant facile plus de 10 années. Et effectivement, et puis Usain Bolt aussi, il s'est jamais planté lors d'une Olympiade. Ça, c'est quand même assez fou. 8 médailles d'or, on le rappelle, dont 3 sur 100 mètres. C'est assez extraordinaire. Pour vous donner un petit peu les autres résultats quand même de ce 100 mètres, donc on va les mentionner puisqu'il y a eu 8 très grands athlètes. C'est Fred Kerley qui termine à la troisième place en 9,81. Ça a vraiment couru très vite. Marcel Jacobs est cinquième. Petite déception, alors que pour autant il réalise quand même son meilleur temps de la saison, hein, l'Italien. On le sait depuis son titre olympique à Tokyo en 2021. Bah, malheureusement, il a été beaucoup affecté par les blessures et ça a été vraiment compliqué pour lui. Il est revenu à un plutôt bon niveau cette saison et c'était un outsider pour la finale de ce soir. Malheureusement, il ne réédite pas l'exploit. Et puis Leslie Tebogo, hein, qu'on pouvait aussi attendre, est sixième de cette finale. Maxime, pour terminer, un dernier mot sur Noah Lyles. Maintenant, il va s'aligner sur 200 mètres et sur 4 fois 100 mètres. Bon, bah, l'objectif, c'est d'ajouter 2 médailles d'or en plus. Sur 200 mètres, c'est clairement le favori. Par contre, sur 4 fois 100 mètres, on en parlait juste avant le live. Les Américains sont pas maudits, mais en tout cas, ils n'ont plus remporté ce titre depuis 2004, si je ne m'abuse, à Athènes. Et ils s'étaient fait éliminer en demi-finale à Tokyo. Ouais, non, c'est un peu, je pense, la bête noire, cette course, c'est un peu la bête noire des Américains. Donc après, je pense qu'ils en ont la capacité. Il y a quand même trois Américains en finale du 100 mètres, donc je pense que il y a quand même, ils ont quand même de grandes chances, ils partent notamment favoris. Et je pense que quand tu as quand même deux Américains dans les trois premiers, tu as encore plus de chances d'aller te positionner pour être probablement un potentiel vainqueur de cette épreuve. Effectivement, bon, on en termine avec cette partie sur la performance donc de Noah Lyles et ce 100 mètres que l'on attendait tellement pour définitivement lancer les épreuves d'athlétisme que l'on suivra tout au long de cette semaine. Mais avant cela, on va revenir sur d'autres épreuves et notamment celles que nous sommes allés voir en présentiel plutôt, c'est un petit peu mieux. Et Mathis, je vais te laisser commencer puisqu'on ne t'a pas vu depuis quelques jours. Mais depuis mercredi, tu es allé voir du basket. Je te laisse nous raconter tout ça. Vous m'excuserez, ça va être l'enfant fan de basket qui va parler là pendant les quelques prochaines On minutes. adore. Moi, je simplement dire que j'en ai pris plein les yeux. Franchement, arriver dans le stade Pierre-Mauroy, bon, coupé en deux, mais quand même, pour aller voir un match de basket, 27 000 personnes, que ce soit déjà pour le premier match. Donc, moi, je suis allé voir deux matchs, Espagne-Canada et France-Allemagne. Déjà pour Espagne-Canada, qui en plus a été serré, donc ça a rajouté un peu de piment. L'Espagne, qui est le grand rival historique français, qui jouait sa survie, il fallait absolument qu'ils gagnent pour. S'ils gagnaient, ils étaient premiers, s'ils perdaient, ils étaient derniers. Donc c'était vraiment du simple au double. Enfin voilà, il y avait tout à jouer dans cette rencontre. Ils ont au final perdu un petit peu pour le plaisir des Français qui n'ont pas caché leur joie de l'élimination du rival. Mais ouais, superbe disposition. Franchement, le stade est parfait parce que y a tellement de monde, mais il n'y a pas trop de place parce qu'il n'y a pas un siège de vide, que ce soit pour l'équipe de France, mais même pas que ça. Donc ça veut bien dire il y avait de quoi faire. Puis après, bah, l'équipe de France qui joue à domicile, avec à souligner la médaille d'or de Léon Marchand 10 minutes avant le coup d'envoi, la quatrième médaille. C'était dingue, vraiment dingue. Tout le monde sur les téléphones, ça criait dans le stade, ça enchaîne avec l'hymne national. Vraiment un moment incroyable, l'enchaînement, les frissons étaient au max. Et puis par contre, bon, si on revient un peu au contenu, c'était très compliqué pour les Français contre l'Allemagne. On a pris une sacrée rouste, mais ça n'enlève en rien le plaisir que j'ai pris, que ce soit du point de vue fan de basket, comme je vous disais, mais aussi en tant que, entre guillemets, juste spectateur, de voir qu'il n'y a aucune file d'attente, tout est hyper bien organisé. C'est Maxime qui faisait la réflexion avec le Stade de France il y a quelques jours pour le rugby à 7. Vraiment pareil, rien à redire sur ça. Au contraire, j'ai même été bluffé parce que ça m'arrive d'être allé voir des matchs de Ligue 1 à Angers, par exemple. Ça, je fais la queue 10 minutes. Enfin, voilà, ça me semble même normal. Là où, en fait, on arrive, bon, on était un peu tôt, on est une heure avant le coup d'envoi.
on passe, on se fait contrôler et on rentre dans le stade et c'est fini. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc super expérience que j'ai vécue ce vendredi 2 août à Pierre-Mauroy. Pour Effectivement, rebondir avec, je t'en prie. excuse-moi, pour rebondir avec ce que Mathis a dit, notamment sur l'orga, j'en ai pas parlé hier, mais l'équitation c'était aussi très 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 bien organisé. Alors certes, l'arrivée était un peu plus fluide, je dirais, parce qu'il y avait un peu moins de personnes, enfin fluide non, un peu plus réparti en termes de population. Mais même la sortie où on est tous sortis d'un coup, où on avait enfin, tout le monde qui sortait d'un coup, en fait, ça a été d'une fluidité exceptionnelle et c'est ce que j'ai notamment fait la réflexion avec mes parents qui m'ont accompagné parce que je suis allé voir avec mes parents où on s'étonnait de l'organisation des JO et je pense que c'est quelque chose dans lequel on va parler, je pense, dans les prochains jours. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez bluffant et donc je pense qu'on devrait avoir des félicitations pour tout ce qui est le comité et l'organisation de ces JO parce que c'est vraiment très très bien fait. Ouais, c'est vraiment un de nos coups de cœur. On va espérer que tout se passe bien jusqu'au bout de ces JO. Mais moi, je vous le spoil d'avance si vous êtes là ce soir. Il est très loin d'être exclu que ce soit mon coup de cœur de la dernière émission parce que pour l'instant, tout se passe à merveille et c'est plutôt très cool. Juste une petite dernière relance là-dessus, Mathis. Tu l'as dit, c'était compliqué dans le contenu pour l'équipe de France de basket. On l'a rapidement évoqué hier, mais peut-être pas suffisamment. L'équipe de France donc est en quart de finale. Est-ce que la médaille est toujours envisageable? Moi j'ai vu qu'il y avait notamment des tensions entre Evan Fournier et Vincent Collet, le sélectionneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner ton sentiment sur les chances françaises de décrocher une médaille? Honnête, moi j'ai jamais vraiment cru à la médaille. Enfin, j'avais envie d'y croire plutôt que sincèrement cru parce qu'il y a quand même des très grosses nations qui me semblent au-dessus. Après, on va dire que c'est un peu le parcours du combattant parce que du coup le tirage au sort a été fait. On connaît notre adversaire, c'est le Canada, mais on connaît aussi notre adversaire potentiel en demi et notre adversaire en finale. Le tableau est déjà tiré. En gros, donc on sait ce qu'on va devoir faire pour aller chercher la médaille olympique. Déjà, très gros tirage, mais bon, on termine deuxième, donc on prend un premier de groupe qui est le Canada, qui a fait plutôt forte impression, même si au final il gagne que 3 points contre l'Espagne. Donc voilà, à voir. Il va falloir beaucoup mieux exploiter, je pense, notre force intérieure avec notamment Victor Wembanyama, moi je l'avais déjà dit, mais qui se rapproche du cercle et qui fasse mal à l'intérieur, parce que certes, c'est bien de mettre des 3 points, mais je pense qu'avec avec sa taille, avec certes, il a un peu moins de densité physique que ses adversaires, mais il peut faire tellement mal là où justement les Canadiens sont très forts sur le secteur extérieur, avec notamment Shai Gilgeous-Alexander de Casey qui est un véritable magicien du basket. Certes, on ne pourra pas répondre sur ces postes-là, ou en tout cas moins, on n'a pas l'équivalent, mais ils n'ont pas non plus l'équivalent à l'intérieur, donc voilà, c'est à nous de savoir nous adapter. Ensuite, ça serait probablement, s'ils gagnent leur quart de finale, l'Allemagne. Oui, c'est ça, pour les retrouver en demi, donc contre qui on a pris 20 points ce vendredi. Et en finale, s'ils vont jusque-là, les États-Unis. Donc, ça fait un sacré parcours, ce qui peut prendre fin dès mardi, à voir ce que ça va donner. Et juste pour revenir sur la petite mésentente entre Collet et Fournier, ouais, je pense que c'est surtout un peu une erreur de communication parce que dans le fond, je sais pas s'ils sont vraiment. Enfin, on va voir, hein, on va voir si Collet punit entre guillemets Evan Fournier. Mais pour rappeler, Fournier, en gros, gentiment mis un taquet, mais je pense que Collet l'a un petit peu trop pris personnellement parce que moi, de ce que je comprends, c'est que c'était vraiment pour toute l'équipe, lui le premier, le coach, mais le staff, mais les joueurs, de dire qu'il fallait peut-être repenser un petit peu la façon dont ils abordaient leur basket parce que on sait que la philosophie de Vincent Collet, en premier lieu quand même, c'est la défense et ça fait plusieurs matchs qu'on prend 90 points. On sait que ça fonctionne pas forcément et on en met que 50 ou 60, enfin, un peu plus, on met que 60-70 points par match, c'est qu'il y a bien un problème, va falloir mettre plus de points que l'adversaire pour gagner. C'est ce que Evan Fournier a dit avec ses mots, mais il a toujours fait comme ça, il parle à cœur ouvert, il a dit que la meilleure défense c'était l'attaque. Et Collet qui lui répond un peu du tac au tac. J'ai pas trop aimé la réponse de Vincent Collet, je trouve que ça met un peu d'huile sur le feu à 2 jours d'un quart de finale qui va jouer très gros. Je voyais pas trop l'intérêt d'emballer tout ça, ça peut se régler en privé selon moi. Donc ouais, un petit peu de tension dans ce groupe France, j'espère que ça sera pas trop impactant avant ce quart de finale contre le Canada. Eh ben, écoute, on l'espère aussi. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas du côté du basket à 5, on se tournera peut-être vers le basket 3 contre 3 où les Français viennent de s'imposer et se dirigent vers les demi-finales.
puis il y aura peut-être un petit peu plus d'espoir de médaille, on en reparlera dans les prochains jours. Quant à moi cet après-midi, sans transition, je suis allé voir du cyclisme féminin, vous le savez, il était l'heure de la course en ligne après celle des hommes hier qui nous avait rapporté 2 médailles avec Christophe Laporte et Valentin Madouas. Bon, je spoil par avance, malheureusement, ça ne s'est pas aussi bien passé pour nos Françaises aujourd'hui. On n'en a pas une dans le top 25. La première à l'arrivée est Victoire Berthaud en 27e place à 7 minutes. Audrey Cordon-Rago termine 38e à 7 minutes 41. Malheureusement, les Françaises n'ont pas été actrices de cette course, ce qui nous a pas empêché d'avoir une très belle ambiance sur le bord de la route avec, vous le constatez, beaucoup de Belges et de Néerlandais qui étaient là pour soutenir principalement le Kopecky, Marianne Vos et même Demi Vollering. Mais effectivement, l'ambiance était très cool. Donc, comme vous le constatez, je me suis rendu sur la butte Montmartre à différents endroits parce que c'est quand même la grande particularité de ces courses en ligne de cyclisme. J'avais pas pu assister à la course en ligne masculine hier puisque, comme je vous l'ai raconté, j'étais au beach volley. C'est plutôt une bonne raison. Mais donc aujourd'hui, j'ai découvert ce tracé autour de la butte Montmartre qui est assez unique à Paris puisqu'on a l'habitude sur le Tour de France de ce circuit autour des Champs-Élysées et de la Concorde. Là, on a testé un tout autre circuit qui, franchement, propose des courses assez exceptionnelles et j'ai vu plusieurs personnes se demander si on pourrait pas finalement faire revenir la butte Montmartre sur le Tour de France parce que ça permet franchement un sacré spectacle. Alors ce qui est assez impressionnant quand on le voit en vrai, c'est d'observer à quel point la route est étroite, hein. Franchement, pour attaquer, il n'y a pas beaucoup de place, les pourcentages sont assez importants et surtout on est sur du pavé. Mais par contre, l'ambiance est carrément au rendez-vous, hein, pour la course féminine. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait encore plus de monde hier pour les hommes, mais il y avait aujourd'hui une sacrée ambiance sur le bord des routes avec des personnes de toutes les nationalités. Donc franchement, c'était vraiment un plaisir à observer. Et puis pour ce qui est du résultat, donc malheureusement ça s'est pas bien passé pour nos Françaises, mais on souligne quand même la surprise, Kristen Faulkner qui s'impose en moins de 4 heures, mais surtout qui s'impose comme on dit en vélo de façon très impolie, en faisant la nique aux favoris, parce que c'était plutôt bien parti pour Marianne Vos, hein, qui s'était échappée avec Blanka Vas, la hongroise. Lotte Kopecky rentrait dans le final, et puis finalement Kristen Faulkner s'est échappée et on ne l'a plus jamais revue. Au sprint, Marianne Vos devance Lotte Kopecky, la grande favorite. Donc peut-être les deux femmes que l'on attendait le plus sont bel et bien sur le podium, mais devancées par une américaine. Les Américains qui prennent une médaille d'or sur la course en ligne du cyclisme, ça va pas nous arranger pour le tableau des médailles, mais franchement faut le dire, on ne s'y attendait pas. Donc c'est une sacrée performance qu'il faut malgré tout mettre en valeur si on est beau joueur. Je vous parle du tableau des médailles, ça nous fait une superbe transition avec notre point bleu, puisqu'aujourd'hui donc la France a battu son record de médailles historiques obtenues à Pékin avec 43 breloques. On en est désormais à 44, et finalement le classement des médailles est de plus en plus cohérent puisque l'on est troisième derrière les États-Unis et la Chine. Alors on est troisième parce que ces deux nations-là ont 19 médailles d'or contre 12 seulement de notre côté, mais les Américains sont ceux qui ont remporté le plus de médailles avec 71, la Chine en a 45, on en a 44, donc finalement cette troisième place est la nôtre. Et puis pour parler donc les gars des médailles du jour, on va peut-être commencer par la natation avec le relais 4 x 100 mètres 4 nages, qui était forcément très attendu quand on voit les nageurs que l'on a alignés. Franchement, quand ils sont arrivés dans l'arène de Paris La Défense Arena, c'était vraiment les Avengers de la natation française. Franchement, Johan Hendoy-Brouillard, Maxime Grousset, Florent Manodou et Léon Marchand, on avait quand même un sacré line-up. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour aller chercher l'or. Alors, on va quand même notifier que la France n'avait, si je ne dis pas de bêtises, jamais décroché de médaille olympique sur cette discipline. Donc, c'est quand même une sacrée performance. Et puis, finalement, les gars, c'est une médaille de bronze. Maxime, déjà, ton sentiment, est-ce que c'était plutôt la joie de décrocher une médaille ou quand même un petit peu de déception quand on voit les noms qu'on a mis? Bah, on a des noms quand même exceptionnels, donc on aurait tous aimé l'or, mais on va pas non plus se plaindre. En fait, c'est une médaille française en plus, et c'est une première dans cette discipline, comme tu le disais. Donc oui, oui, on peut être content. Alors, le point noir, non. Le point un peu plus négatif, c'est qu'on aurait aimé que Léon Marchand n'ait que des médailles d'or, mais bon, les JO, on peut pas non plus demander l'indemandable. Donc c'est comme ça, et on a eu, il me semble, des Chinois qui ont été monstrueux, donc c'est comme ça. Après, c'est quand même une très belle médaille, et pour la France et pour la suite, je pense que
c'est bien, même si on ne sait pas si Manodou va continuer. Ouais, effectivement. Tu parles de Léon Marchand pour commencer sur lui, Mathis, parce que bon, bah forcément, c'est celui qui cristallise l'attention hein, depuis le début de ces Jeux Olympiques. Je sais pas toi, mais je l'ai senti quand même un petit peu fatigué sur cette course. Bon, on va pas lui en vouloir, hein, il en est quand même à sa sixième finale olympique après le relais mixte hier. Mais là où sur la brasse, il a largement dominé ses concurrents depuis le début de la semaine, aujourd'hui, bah, il a même perdu un petit peu de temps, hein, si je ne m'abuse. Ouais, forcément, il a créé un peu moins de différence. Comme tu le dis, moi, ça me surprend pas forcément. Peut-être une toute petite pointe de déception de ne pas le voir. Au contraire, encore une fois, après une semaine d'efforts, manger ses adversaires. Mais bon, au bout d'un moment, c'est aussi normal qu'il soit fatigué. Puis pas pour revenir sur mon sentiment, moi juste sur cette médaille, je suis quand même plutôt satisfait parce que bah on le sait bien, mais États-Unis, Chine, c'est costaud, c'est devant. Donc certes, il y avait un casting très sympathique de notre côté, mais il faut quand même voir le positif. On conclut cette semaine de natation à la Défense Arena quand même avec une médaille, ce qui est plutôt très satisfaisant, avec une sacrée bande de médailles, 7 je crois au total pour la natation qui rapporte plus que d'habitude des médailles olympiques. Donc non, franchement, satisfait par cette course et satisfait par la semaine de manière plus générale. Effectivement, alors tu le dis, c'est ça, c'est 7 médailles pour la natation française, record de Londres égalé quand même. Bon, on va remercier hein, forcément un homme qui en individuel en a rapporté 4 à lui tout seul. Monsieur Léon Marchand, c'est quand même pas trop mal. Et puis pour terminer en parlant un petit peu de cette course et de ceux qui l'ont remporté, Maxime, les Chinois t'en parlaient. La troisième nage, c'est sur la brasse ou non, le papillon. On a vu le nageur chinois qui était censé être le point faible de l'équipe, effectivement, avoir beaucoup de mal et reculer de la première à la troisième place. Par contre, sur le 100 mètres nage libre, là, il n'y a pas eu match. Alors, on sait que Florent Manodou est un spécialiste du 50 mètres nage libre et on l'a vu dans cette longueur de retour, il a eu un petit peu plus de mal, mais les Chinois font une course absolument exceptionnelle. Ouais, je pense que les Chinois sont taillés pour ce type d'épreuve-là. Ils ont quand même quatre gros athlètes. Alors oui, il y a un athlète qui est un peu plus en dessous, je dirais, mais ça reste quand même une très très grosse équipe. Pour ce qui est de Florent Maudou, oui, on sait qu'il a un bon 50. Après, il est vieux. Enfin, il est vieux. Toute mesure est bonne à dire, mais bref. Euh, il est moins performant sur le 100 mètres. Il est moins on le sait et c'est comme ça. On savait que sur le retour, il allait pas forcément être aussi explosif qu'il l'est sur l'allée. Donc, c'est comme ça. Après, je pense on n'a pas vraiment de regrets à avoir. Il y avait quand même deux équipes monstrueuses et deux équipes qui sont souvent à ces places-là. Effectivement, et je terminerai en appuyant sur la joie des relayeurs français. Franchement, c'était une superbe image. Bon, bah, déjà pour Johan Ndoye-Brouard et Maxime Grousset, c'est leur première médaille sur ces Jeux Olympiques à Paris. Mais même pour Léon Marchand et Florent Manodou, ce côté d'aller décrocher une médaille en équipe, en relais, franchement, on les a sentis extrêmement heureux. Même Léon Marchand, je l'ai presque vu plus heureux que sur toutes ses autres courses. Florent Manodou, on sentait vraiment que ça lui tenait à cœur. Donc voilà, c'était de superbes images pour conclure en beauté finalement cette grosse semaine de natation à Paris, la Défense Arena, qui aura été, on l'a dit, une superbe médaille pour les Français. Alors malheureusement, juste après ça, il y a eu la même course du côté des féminines, hein, donc le relais 4 x 100 mètres 4 nages qui se conclut à la sixième place. Néanmoins, une médaille aurait quand même été une grosse surprise. On va enchaîner les gars. Alors je crois que j'ai oublié la photo, mais peu importe. Avec l'escrime malheureusement, parce que là aussi c'est la fin des épreuves d'escrime pour ces JO de Paris 2024. Le Grand Palais va devoir se transformer pour accueillir le taekwondo cette semaine. Et puis on a eu donc cette dernière épreuve avec le fleuret par équipe et une élimination en demi contre les Japonais. Alors déjà Mathis, qu'est-ce qu'on retient? L'élimination en demi contre les Japonais ou finalement cette médaille de bronze? On a vu deux autres équipes de France d'escrime échouer à la quatrième place. Là au moins ce match pour la médaille de bronze, les Français ont su se remobiliser pour aller la chercher. Absolument, ouais. Moi, je pense que je vais retenir la réaction parce qu'il y a la manière de perdre en demi et il y a la manière de gagner pour ce match pour la troisième place. Assez déçu quand même pour la demi parce que on revient, je sais, j'ai plus le score exact, mais je crois à 33-33. Enfin, on est derrière, on revient
et ça repart à +7, +8. Enfin, on prend un gros éclat. Donc, c'est dommage, on a été au contact, mais on n'a pas réussi à repasser véritablement devant, à recreuser l'écart. Et puis après, bah, ils ont quand même fait le taf pour aller chercher cette médaille, donc c'est, on va dire, mieux que rien, même si je pense que c'est un petit peu de déception quand même qui prédomine, parce qu'au final, on n'aura gagné qu'une seule médaille d'or en escrime, et c'était dans une finale franco-française. Effectivement, on s'en souvient, c'était avec Sarah Balzer et Manon Apiti-Brunet, si je ne dis pas de bêtises. On enchaîne les gars avec de la boxe. Maxime, je sais que tu attendais nos boxeurs français sur ces 2 semaines de compétition. Et ben on peut le dire, ça se passe plutôt bien puisqu'il y en a 2 qui se sont hissés aujourd'hui en finale olympique. Bilal Benama en moins de 51 kilos et Sofia Noumia, tu nous en avais parlé, en moins de 63,5 kilos. Sofia Noumia, on le rappelle, hein, mais qui est quand même vice-champion olympique à Rio et triple champion du monde amateur. Lui, pour le coup, on va peut-être commencer avec lui. On l'attendait et il répond présent. Oui, oui, non, mais c'est donc je l'avais dit, il me semble à la première émission, c'est un boxeur qui a notamment évolué qui habituellement, excuse-moi, évolue en moins de 61. Là, il est en moins de 63,5, donc il pouvait faire face à des boxeurs qui étaient un peu plus puissants que lui, mais je pense que il s'est quand même bien préparé à ces Olympiades et il a su combler ce petit palier qu'il y avait entre moins 61 et moins de 63,5. Et on le voit juste, il déroule face à cet adversaire. Et je pense que c'est quand même une très très grande chance de médaille d'or pour la boxe. Et pour ce qui est de Benama, bah voilà, il est bon, il arrive toujours. Donc c'est pas aussi, il est pas aussi imposant que Oumia, mais il arrive parfois dans la douleur et parfois avec un peu plus de facilité à se défaire de ses adversaires un par un. Ouais, effectivement. Je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, Mathis, mais alors je suis pas du tout un expert de boxe, mais en regardant les 2 combats, j'ai quand même vu de vraies similitudes entre les deux, c'est-à-dire à chaque fois un combattant français qui est sur le papier légèrement meilleur et où on sent qu'effectivement il y a un potentiel un peu supérieur, mais qui se débloque pas complètement, et en face un adversaire qui joue très bien son jeu. Alors à chaque fois, heureusement pour nous, ça tombe du bon côté de la pièce, mais c'est des victoires serrées, des victoires partagées, où ça s'est quand même pas joué à grand chose. Ouais, je suis plutôt d'accord dans l'ensemble. Alors, pas forcément sur le fait que ça soit les Français qui se libèrent pas vraiment, mais plutôt agréablement surpris par les adversaires. Je pense notamment au deuxième combat, le Canadien, où alors le premier round, il est dominé, mais après, moi, j'ai trouvé super intéressant. Je m'attendais pas à ce qu'il rehausse son niveau de jeu. Alors, je pense que si le Français a baissé un petit peu au niveau physique, on le voyait plus en difficulté au niveau de reprendre sa respiration, tout ça, c'était un peu plus dur. Et puis, il a su, au final, dans le troisième round, de reprendre les commandes. Mais j'ai bien aimé, ouais, le Canadien, voir que après un premier round où il était passé à côté, bah, qui était capable quand même d'aller titiller ce Français. Donc, ça donne, je dirais, encore un peu plus de crédit aux Français dans leur victoire. C'est qu'il y avait de l'adversité et ils ont su tous les deux se qualifier pour la finale. Donc, ça fait plaisir. Ça fait 2 médailles de plus assurées en espérant qu'elles soient toutes les deux en or. Effectivement, on l'espère et on suivra ces finales, on en reparlera. Il y a eu une autre médaille aujourd'hui du côté du tennis de table, c'est Félix Lebrun. On l'espérait, on en rêvait très sincèrement que l'un des frères Lebrun aille nous chercher une médaille. Malheureusement pour Alexis, le Brésilien Hugo Calderano l'en avait privé et le destin a voulu que son frère Félix retombe face à ce même adversaire dans le match pour la médaille de bronze et il a vengé son grand frère avec un match extrêmement dominant, hein. Victoire 4-0, je ne veux pas dire qu'on a jamais douté, mais alors franchement, Félix Lebrun a été vraiment impressionnant à seulement 17 ans. Il s'est comporté en patron, il s'est comporté à la hauteur de son statut de troisième joueur mondial. Mathis, je te relance sur lui. C'est la première médaille française en tennis de table depuis 32 ans. Il nous a fait une semaine complètement dingue. Et dans ce match où après avoir perdu en demi, il aurait quand même pu être déstabilisé. On a vraiment eu l'impression de voir quelqu'un qui, justement, avait 32 ans. Super bluffant, Félix Lebrun, franchement,
la façon dont il a maîtrisé cette partie avec bon, un aspect tactique, je suis pas assez expert en la matière pour vraiment connaître tous les détails, mais ça se voit que, et il l'a dit lui-même, c'était préparé pour cette rencontre pour déstabiliser Calderano. Il a vraiment appuyé sur ses points faibles et ça a été super bien maîtrisé de sa part. Il y avait des analyses vidéo et tout. Enfin, c'était vraiment un match qui a été bossé en amont et ça s'est vu. Après, il faut entre travailler et le faire le jour J, il y a une différence et lui, il a su parfaitement la faire. Je suis vraiment impressionné par cette capacité de réaction. On sait que, alors on peut pas comparer, mais on sait que Félix, il perd contre son frère en finale de championnat de France l'année dernière. Son frère prend 4-1 contre Calderano, lui met 4-0. Il y a le contexte du tournoi évidemment, on peut pas tout comparer, mais c'est quand même assez impressionnant. Je pense que la bascule de ce match, c'est dans le deuxième set, où le Brésilien, il a une ou deux balles de set, je sais plus, et il y a 19 ou 18 en sa faveur. Pardonnez-moi, je vais l'appeler Féfé. Il remonte pour arriver à 10-10. Il gagne 12-10 même. Il fait une petite série. Et là, il passe à 2-0. Et derrière, psychologiquement, il avait pris l'ascendant. Avec l'ambiance évidemment de folie pour changer qu'il l'a porté. Et donc 4-0, génial. Et puis sympa aussi le petit clin d'œil sur France Télé avec le dernier médaillé en 92 à Barcelone qui était aux commentaires. Jean-Philippe Gatien, me semble-t-il. Donc la boucle est bouclée. Ça fait vraiment plaisir cette médaille à 17 ans aussi, et lui, on va compter sur lui pour Los Angeles. Effectivement, et on a vécu une superbe semaine du côté du simple en tennis de table. Ils nous ont fait rêver, les frères Lebrun. Maintenant, il reste toujours des matchs en équipe à disputer. On espère que Félix va pouvoir rester dans son tournoi et pourquoi pas continuer de nous faire rêver dans les prochains jours. Tu as parlé de son mental. Moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi cette dernière manche où le Brésilien mène, je crois, 6-2. Et finalement, il finit par perdre 11-7. Il y avait un patron sur le terrain. Et ce qui est fou, c'est que, comme tu l'as dit, bah, il avait 17 ans. En tout cas, merci Félix pour les émotions. L'ambiance était folle. Alexis en tribune également, c'était la très belle image. Donc voilà, on s'est régalé cette semaine du côté du tennis de table. Et puis il y en a un autre jeune garçon de 17 ans qui nous a régalé, mais malheureusement, il n'y aura pas de médaille au bout. Maxime, il fallait quand même que tu nous en dises un mot de ton petit chouchou Baptiste Hadis, éliminé en quart de finale contre le troisième mondial, l'Allemand. Après un match extrêmement serré, il y avait eu égalité sur les deux premiers sets. Il avait un temps pris l'avantage, Baptiste Hadis. Et puis malheureusement, ça se joue à la flèche décisive où l'Allemand nous sort un 10. Baptiste lui-même est dans le 10, mais au jeu des millimètres et de la proximité avec le centre de la cible, malheureusement, ça ne suffit pas. Néanmoins, on a découvert un sacré archer cette semaine. Ouais, enfin, c'est ma petite pépite des JO. Franchement, j'adore j'adore ce garçon. Je sais pas pourquoi le tir à l'arc, c'est un truc tout con. T'es une flèche dans un cercle et tu dois arriver le plus proche possible du centre, mais moi, je sais pas pourquoi, c'est un espoir qui me rend dingue. Et ouais, bon, il est tombé quand même sur un gros client en allemand et qui est quand même, il me semble, troisième mondial, si je me trompe pas. Et il s'est pas éteint, il lui a fait face et il lui a montré que, ouais, il avait 17 ans, mais ouais, il lui est rentré dedans. Et donc, euh, donc c'est bien. Donc, franchement, c'est pas de médaille, donc c'est un peu frustrant quand on voit tous les JO qu'il a fait, enfin, tout ce qu'il a fait pendant ces Jeux, excuse-moi. Mais on se dit que c'est quand même de bon augure pour la suite et notamment pour Los Angeles. Effectivement, on termine ce point bleu avec un petit point sport collectif pour dire que finalement, dans la douleur et au bout du suspense, nos handballeurs se sont qualifiés pour les quarts de finale. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué. On a été mené pendant un bon moment dans ce match. Victoire finale 24-20. Le score est pas très élevé, hein. Il n'y a pas énormément de buts marqués côté français. C'est vraiment une qualification dans la douleur. Mathis, on jouera l'Allemagne en quart de finale. Est-ce qu'on y croit encore en fait à ce qui était d'habitude une médaille d'or habituelle, hein, nos champions olympiques en titre, les handballeurs masculins. Mais là, franchement, les victoires elles-mêmes ne nous rassurent pas. Moi, j'ai envie de te dire que j'y crois plus que jamais. Bon, pas plus que jamais avant le tournoi, mais depuis la fin du premier match, je pense que je suis arrivé au point où j'y crois le plus parce que bah, on a su s'en sortir alors que c'était bien compliqué
et que je dirais pas qu'on est des outsiders maintenant, on garde notre statut de favori, mais entre guillemets, on n'a plus grand-chose à perdre parce que si on sort en quart, bah, c'est pas un scandale vu la phase de poule qu'on fait et donc au final, ça va peut-être libérer les mecs d'un peu de pression, de se dire: «Bah, voilà, on a on a foiré notre phase de poule, on arrive quand même à passer en quart, c'était, vraiment dur, on s'en sort maintenant, bah, il va falloir cravacher encore une fois». Mais ouais, l'Allemagne, moi je veux pas dire que enfin, on va pas les sous-estimer, mais je pense que les Bleus, ont la capacité, c'est sûr, avec le visage qu'ils nous ont montré, certes, on est un petit peu, inquiets. Moi, je les vois bien aller chercher cette demi, je sais pas après contre qui ça serait potentiellement, mais non, franchement, moi, je garde espoir. Ils ont retrouvé une solidité défensive, 11-8 à la mi-temps, tu as dit très très peu de buts, ça finit à 24-20. Ils ont su être clutch dans les moments, chauds quand la Hongrie était repassée devant. Alors certes, c'est pas une top nation, la victoire est là, il la fallait. Maintenant, c'est un nouveau tournoi qui commence, je pense, avec ces quarts de finale, qui d'ailleurs change d'emplacement, puisqu'il se retrouve à Pierre-Mauroy et ça échange avec le basket. Effectivement, on est un petit peu finalement sur la théorie que nous exposait Gaëtan sur les équipes de France collectives. Il y a quelques jours, il nous disait que c'est dans l'adversité que le collectif se construisait. Bah, on ne peut que l'espérer hein, finalement. Et on surveillera forcément la progression de nos handballeurs français dans les prochains jours. On termine ce point bleu avec une transition direction des coups de cœur, mais qui finalement est un prolongement, puisqu'on va attaquer Mathis avec ton coup de cœur. On en a parlé aujourd'hui, mais les Français ont battu le record historique de médailles à Pékin. Cette première semaine, même si on est un petit peu dépassé, il y a eu un week-end de plus, mais on est à peine à la moitié des jeux et franchement, les résultats sont absolument exceptionnels. Ouais, exactement, c'est mon coup de cœur, le record de médailles de la délégation française à la moitié des jeux. C'est quand même cool. Alors certes, bon, on a des qualifiés d'office parce qu'on est plus organisateur, mais bon, ça je pense que ça n'apporte pas tant de médailles que ça. Ceux qui sont allés chercher les médailles, c'est ceux qui avaient obtenu leur qualification. Il reste une semaine, le pronostic de l'équipe qui était 75 paraissait, peut-être pas délirant, mais quand même relativement, excessif. En tout cas, moi, je m'étais dit: «Bon, certes, je pensais sincèrement qu'on allait battre le record». Je ne voyais pas du tout approcher les barres de 75, plutôt dans la 50-soixantaine, je dirais, avant les Jeux. Là, si j'ai regardé hier, on était en avance sur, Ouais. leur nombre de médailles parce que, il y a eu pas mal de ratés et tout. Enfin, en tout cas, toutes celles annoncées n'ont pas été là, mais il y en a eu qui étaient pas annoncées. Donc au final, sur le nombre de médailles qu'on devait avoir hier soir et le nombre de médailles qu'on avait, au final, on était quand même en avance sur les 75. Donc, ce qui est quand même, assez incroyable, avec des journées à 8-9 médailles, incroyable, les émotions, on savait plus où regarder à des moments. C'est vraiment, un coup de cœur sur les médailles, sur les perfs des Français, en fait, sur cette première semaine même. Parce que c'est les Jeux en France, mais les athlètes français ils répondent présents et franchement, c'était pas donné à tout le monde. Certes, il y a un petit peu des déceptions, mais j'ai envie de dire, c'est des problèmes de riches, entre guillemets. On se plaint de pas avoir de médaille d'or en judo, on a quand même eu sacrément de médailles, donc bon, franchement très satisfait des performances de nos athlètes français. Et puis bah, il reste du temps, donc ça laisse envisager une belle deuxième semaine. L'équilibre aussi est pas mal parce que 12 médailles d'or, 14 médailles d'argent, 18 médailles de bronze, c'est plutôt équilibré. Alors certes, on aurait aimé un tout petit peu plus de médailles d'or, mais non, franchement, que du positif, j'ai envie de retenir de cette première semaine des Jeux pour ce point de vue des athlètes français qui nous font rêver et qui, je pense, vont continuer de nous faire rêver sur cette deuxième semaine. Bah écoute, je te rejoins complètement sur ce coup de cœur, comme tu dis, hein, il nous manque quelques médailles d'or, mais donc on est, là je viens de vérifier, avec une médaille d'avance pour l'instant sur le pronostic de l'équipe qui était de 75 médailles au total, et en plus, si je ne m'abuse, il n'y en avait pas qui étaient prévus en boxe, ou en tout cas les deux n'étaient pas prévus, et là on en a deux qui sont assurés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça va continuer de pleuvoir, on l'espère, cette semaine, sachant que les prédictions, alors j'ai plus en tête exactement toutes les prédictions sur l'athlétisme, mais généralement on est plutôt pessimiste quant à l'athlétisme français. Deux médailles, tu me dis. Moi j'ai ce petit sentiment quand même que comme dans tous les autres sports, on a tellement cette capacité à se dépasser pour les Jeux de Paris que j'en vois bien 3 ou 4 personnellement. Donc on surveillera ça attentivement cette saison, cette semaine, et maintenant que l'athlétisme est lancé. Maxime, tu vas nous parler d'une autre médaille qui aurait pu être une médaille française, puisque l'on parle d'une athlète qui a découvert son sport, si je ne m'abuse, en France, mais qui concourt bel et bien sous nationalité algérienne. C'est Kayla Nemour, médaillée d'or en gymnastique.
Ouais, et pour cette petite médaille loupée, on peut remercier la Fédération française de gymnastique qui, encore une fois, vise dans le mille. Non, mais je vais vous parler du coup de Kalian Oumour, donc c'est une jeune gymnaste du coup franco-algérienne qui est maintenant un concours pour l'Algérie et qui a tout juste 17 ans. Alors, petit coup de vieux, elle est née en 2006, a réussi à s'imposer sur les barres asymétriques. Donc, c'est l'épreuve de deux barres au même niveau que vous voyez souvent en gymnastique. Donc, pour la petite histoire, c'est une athlète qui débute sa carrière dès son plus jeune âge avec la France. Elle montre des aptitudes quand même assez exceptionnelles. En 2020, en 2021 déjà, excusez-moi, elle concourt notamment dans plusieurs compétitions du coup pour la France en se distinguant par des performances assez individuelles du coup pour ses barres asymétriques, mais elle a dû subir quelques opérations notamment du genou. Et elle souhaitait revenir à la compétition au plus vite, mais la Fédération française en fait de gymnastique ne lui a pas autorisé. Et du coup, elle s'est elle s'est aidée en quelque sorte de la nationalité algérienne de son père, en fait, pour changer de nationalité et pour pouvoir concourir plus rapidement, notamment pour être qualifiée euh, pour ces JO. Donc, il y a eu quand même quelques histoires en interne donc, qui sont pas trop ressorties, mais on a la Fédération française de gymnastique qui a émis son veto, entre guillemets, de nationalité qui lui a entre guillemets, interdit de concourir pendant un an, en fait, pendant ce temps-là, en fait. Donc, c'est une sorte de temps de transition. Et, euh, et du coup, ça a été quand même un temps assez long pour elle, qu'elle a assez mal vécu, elle le dit, mais c'est une athlète excusez-moi, qui sait se relever. Elle a été notamment médaillée au championnat du monde l'année dernière et qui, à tout juste 17 ans, là, remporte une médaille d'or. Donc c'est quand même une perspective d'avenir assez folle pour elle. Donc à tout juste 17 ans, avoir une médaille d'or, on peut peut-être imaginer qu'elle pourrait les empiler, notamment à Los Angeles et voir les années d'après. Effectivement, donc pour cette médaille qui échappe à la délégation française. Quant à moi, je vais terminer ces coups de cœur en me dirigeant du côté de Roland Garros. Bon, c'est un semi-coup de cœur, hein, à vrai dire. C'est simplement qu'il fallait qu'on en parle. J'aurais préféré avoir à vous parler, pour être 100% honnête, hein, de Carlos Alcaraz, mais le petit prodige du tennis a été arrêté par l'ancien Novak Djokovic qui... bah finalement, à 37 ans, décroche enfin, alors je sais pas si c'est le Graal, mais en tout cas le seul titre qui manquait à son palmarès, les Jeux Olympiques. Lui qui est déjà recordman du nombre de victoires en Grand Chelem, hein, avec 24 Grands Chelem. Il s'impose ici à Roland Garros. La symbolique est d'autant plus belle que c'est le tournoi avec lequel il a eu le plus de difficultés. Il ne l'a remporté que 3 fois, mais surtout c'est celui qu'il a mis longtemps à aller chercher. Et voilà, finalement, sur la terre battue, dans un match qui était extrêmement accroché, hein. Je vous avoue, quand j'ai allumé la télé, j'ai vu qu'il y avait 2 jeux partout, et ils en étaient déjà à 30 minutes de temps de jeu. Donc ouais, ça a été très compliqué, c'est allé jusqu'au tie-break dans le deuxième set. Ça a été un match très serré, mais dans ce tournoi qui était si important, si symbolique pour lui, Novak Djokovic, qui avait connu des désillusions, hein, au JO, bah, il a fini par aller décrocher cette médaille d'or olympique. Et l'histoire est quand même assez magnifique, parce que finalement, entre gagner un 8e Wimbledon ou gagner sa première médaille olympique dans ces 2 finales qui l'ont opposé à Carlos Alcaraz, bah, même si on a souvent tendance à penser pour les joueurs de tennis qu'un grand chelem est plus important qu'une médaille d'or olympique, aujourd'hui, c'était tellement le titre qui lui manquait que je pense qu'il choisissait sans aucun doute la médaille d'or à Paris, et il la décroche. Donc voilà, même si personnellement, je dois le dire, je ne suis pas le plus grand fan de Novak Djokovic, j'ai un immense respect pour l'athlète qu'il est, et finalement il atteint enfin donc ce sommet olympique, et c'est quand même un magnifique moment auquel on a assisté. Donc voilà, on salue la performance et on tourne la page du tennis, ce qui nous permet de penser à l'autre Maxime qui est absent et qui finalement nous aura pas tellement parlé de tennis. On avait eu une superbe preview avant les jeux, mais derrière il a su se contenir, donc je fais le travail pour terminer et le mettre en coup de cœur. Donc voilà, conclusion du tournoi de simple messieurs avec la victoire de Novak Djokovic.
Malgré tout les gars, il nous reste une semaine entière de compétition et maintenant on va se diriger sur d'autres sports, hein. Il y aura pas mal de changements. On a évoqué la fin du judo, de l'escrime, la fin également de la natation. Bah là ça y est, on est rentré dans l'athlétisme de plein pied avec le titre de Noah Lyles. Et puis finalement bah, on va avoir de la lutte notamment qui va arriver du côté de l'Arena Champ de Mars. Enfin, on va avoir du cyclisme sur piste, on va avoir plein de nouvelles disciplines qui vont débarquer dans ces JO. Donc voilà, on ouvre une deuxième page dans ces 2 semaines, dans cette quinzaine olympique. Et demain, il y a 19 médailles d'or qui sont en jeu. Il y a de très très grosses finales. Ça commencera dès 8h avec le triathlon, le relais mixte. On a franchement de beaux espoirs de médailles, hein, avec le titre olympique de Cassandre Beaugrand, la médaille de bronze de Léo Bergère. Franchement, on va avoir une équipe très solide et ouais, franchement, il y a de belles chances d'aller décrocher une nouvelle breloque dès demain matin. Mais avant cela, les gars, la question traditionnelle, et on va commencer avec Mathis. Quelle discipline tu regardes en priorité demain? Évidemment, le basket 3-3. Les Français, tu l'as dit en début d'émission, qui sont qualifiés pour les demi, en sortant les Serbes qui sont 6 fois champions du monde, qui sont médaillés de bronze à Tokyo. Donc, non pas qu'on n'attendait pas les Français à ce niveau-là, parce que c'est aussi une sacrée équipe qui monte en puissance, mais il fallait aller chercher ce mini exploit de sortir la Serbie. Je connais pas encore l'adversaire des demi, mais donc du coup tout va se jouer demain avec la demi, la finale le même jour, me semble-t-il. À vérifier, mais en tout cas, il y a au moins la demi qui se joue demain. Donc, Finale à forcément, moi, ça va 22h30, ouais. être. Ouais, ok, bon, bah voilà, ça tout se joue demain. Et petite déception pour les filles qui sont sorties dès les phases de poule, alors que là, pour le coup, on parlait des pronostics l'équipe, je crois qu'elles étaient annoncées en or, il me semble, et elles sortent même pas des poules. Donc, grosse déception, elles n'ont pas du tout été à la hauteur du rendez-vous, ça arrive. Donc, je compte d'autant plus sur l'équipe de France masculine pour aller chercher cette médaille. Pourquoi pas une médaille d'or, si on est un peu rêveur. Ouais, effectivement, on peut en tout cas l'espérer. Quant à toi, Maxime, demain on a pas mal de gymnastique, on a de l'athlétisme avec notamment Mélina Robert-Michon pour sa finale du lancer de disque. On a aussi du surf. Où va ton attention? Alors, j'en ai trois là sous mes yeux et j'en ai un quatrième que je vais rajouter, mais qui est pas la médaille, donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent. Je pense que je vais commencer tranquillement la journée avec la gymnastique au sol pour voir la démonstration de Simone Biles qui fait des choses hors normes. Et moi, je suis totalement choqué et fan de ce qu'elle fait. Après, je pense que je vais aussi regarder le cheval parce qu'il y a le début des épreuves individuelles qui commencent les qualifications demain et on aura la finale après-demain. Et après, je vais continuer, je pense, sur de l'athlétisme avec Duplantis et Mélena Robert-Michon. Et je vais un peu mater, je pense, du surf demain soir parce que j'adore ce sport et je trouve ça super beau. Et surtout, le site est magnifique et on a quand même deux Français en demi-finale, donc un Français et une Française, excusez-moi, en demi-finale, donc on va pas louper ça. Effectivement, je mentionne aussi donc comme tu l'as dit hein, l'athlétisme parce que Armand Duplantis, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il sort pour une grande compétition, il y a un record du monde à la clé. Donc on verra s'il y en a un nouveau demain. Il a été déjà impressionnant sur ses premiers sauts. Et puis on a quand même notre porte-drapeau, Mélina Robert-Michon. Donc même si la médaille sera loin d'être simple à aller chercher, c'est une femme tellement inspirante que l'on aura plaisir à la suivre pour ce qui est normalement sa dernière Olympiade. Moi, je vais parler d'une autre discipline que j'ai découverte aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, dont je ne savais même pas qu'elle était aux Jeux Olympiques. C'est le kayak cross. Demain, on a la finale du kayak cross féminin à partir de 16h55 et je trouve cette discipline absolument géniale. Comme à l'époque, je me souviens quand j'avais découvert le ski cross aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est tout simplement comme du kayak normal, hein, ce qu'on a vu avec par exemple Nicolas Gestin, médaillé d'or. Mais là, cette fois, les concurrents s'élancent en même temps. Donc, on a généralement trois bateaux, trois ou quatre qui s'élancent en même temps. Quatre. Quatre, ça se met des coups de pagaie. Il faut passer autour des portes, mais cette fois, on peut les taper un peu, hein. C'est plutôt des sortes de polochons, c'est pas des barres. Enfin, c'est une discipline vraiment, vraiment spectaculaire et je me régale à voir ce genre de discipline. En fait, j'ai le plaisir d'observer des athlètes qui normalement sont seuls dans leur effort et se battent face au chrono.
soudainement se retrouve face à des adversaires et il y a des stratégies très différentes parce que bah, celui qui gagne, c'est pas forcément celui qui est capable de descendre le plus vite possible, c'est celui qui, sur cette course-là, est le premier à l'arrivée. Et bah, franchement, je me régale devant ces courses-là. Donc voilà, je voulais les mentionner et j'aurai grand plaisir à regarder cette finale demain. On en a fini, je crois, pour le programme. Je mentionne quand même, donc, je sais plus si l'un de vous l'a dit, la demi-finale de football masculin France-Égypte, hein, quand même. On l'attendra forcément parce que si victoire il y a, ce serait synonyme de médaille pour les Bleuets de Titi Henry. Donc ce serait quand même, ce serait pas mal du tout. Et puis on se dirige vers le quiz du jour. Alors on peut en faire un, mais j'ai rien prévu. Donc si l'un de vous a de l'inspi, sinon je vais chercher rapidement. Quelque Je sais chose. pas. J'ai quelque chose T'as pour quelque vous. chose? Ah bah super. Ouf. C'est peut-être facile, j'ai peur, on va voir. Moi, ça va être juste une affirmation. Il va falloir que vous trouviez de qui est-ce que ça parle. Et petit premier indice, c'est pas une personne, c'est une équipe globale. Je veux tout simplement savoir qui est-ce qui est 7 fois champion olympique en titre dans sa discipline et qui est bien parti, en tout cas qui va viser le 8e titre consécutif sur ces Jeux de Paris. 7 fois champion olympique en titre. Ah. Consécutif? Consécutif, ouais, Alors c'est pas le handball, on en a exactement. pas gagné Depuis, d'autres. depuis 96 à Atlanta, pour être précis. On peut poser des questions ou faut envoyer des Ah, propositions? allez-y, allez-y. Est-ce que c'est de l'athlé? Non, Non. Non, c'est Sportco, c'est sûr. Enfin, c'est. Ouais, mais t'as des relais, ça aurait pu Oui, être. non, mais attends, Sportco, c'est genre, je pense, type football, handball. Non, c'est pas. Non, foot, non, c'est sûr. Handball, on en a gagné beaucoup, mais c'est pas autant que ça. Basket US, non. Basket, non. Volley non plus. Et donc t'as dit qu'ils étaient bien partis, donc ils ont déjà joué. ouais, On en a parlé? pas quand j'étais là, en tout cas. Ah, Euh, c'est une En nation tout connue ou cas, pas? ouais, je vous laisse poser les questions. c'est un sport qui se joue avec une balle? Ouais. Ah, c'est pas du water polo? Bon, Est-ce que c'est pas genre du hockey avec genre la Grande-Bretagne? Non. enfin, je te dis non pour le water polo, je te dis non pour le hockey. Enfin, en tout cas, c'est pas elle que je pense. Ça se Oui, trouve, oui. il y a des stats qui concordent aussi, mais moi, c'est pas elle que je pense. Ok. Attends, mais Je vais vous donner c'est un quoi gros indice hein, en vous on sera pas répondant. au Je sais pas courant. si vous avez entendu. C'est pas à elle que tu Non, je penses. sais pas. Tu- Oui. Elle. Balle. Ah, c'est féminine. Euh, Les féminines? Je suis perdu. Porco avec une balle. C'est pourquoi avec une balle? Ah, les handballeuses françaises? Non, mais non. Pas depuis Non. 96. Non, non, Je non, suis un non, non. malade. Du basket? Je suis même pas au Arrête. courant. Attends, mais Ah, je sais même punaise, pas c'est qui a monstrueux, je gagné savais les même deux pas. jeux. Attends. Qui a gagné les derniers jeux? Ah, c'est. Oh, je vais dire une dinguerie. Ah, C'est j'attends espagnol? la réponse quand même, hein. Ouais, ouais. Mais non, mais genre, tu l'as, hein. De Ouais, mais quoi? il a pas la nation. Il a compris le Ouais, sport, mais faut moi, dire la je veux nation. savoir quelle. Je me souviens plus qui a gagné à Bah, Tokyo et les avant. US. Ah, c'est Mais les oui, US, c'est bon. les US. Bah oui. Ok. Elles sont archi dominantes. Ok. Putain, je Et bah, pensais que j'avais pas c'était Voilà. un du tout. sport un peu niche. Je me suis Ouais, dit. moi aussi. Ah, Waterpolo, je me suis dit, j'ai trouvé. Bah, ça se trouve, hein, mais moi, je suis resté Non, non, bah, ça dans mon m'étonnerait. terrain Ouais, non, mais oui. favori. Ouais, bah en fait, on aurait Ah, dû vous avez un peu réfléchir. galéré, donc J'avais un petit doute sur le c'était pas basket. trop facile. Je me suis dit, il a été fan de basket tout à l'heure. C'est possible Ouais, qu'il nous ait calé une petite info. bah, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit limite. Ah là là. Non, enfin, non, en fait, j'avais pas d'infos. En Ok. fait, c'est comme les hommes, c'est trop bius pour que ce soit ça. Ouais, non, mais attends, 7 fois championne olympique en titre. Ok, bah c'est monstrueux. Bon, bah, on surveillera ça alors, Et- du coup. Mais, ok, bah très bon quiz, hein. Très belle affirmation, merci beaucoup. C'est une victoire partagée. J'ai trouvé le sport, t'as trouvé la nation en plus. Donc,
C'est plutôt, Ouais, plutôt mais une tu double m'as beaucoup défaite. aidé, donc je On a pense. mis du temps. On a mis Oui, du oui. temps. On a mis beaucoup trop de temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce quiz et merci à vous les gars d'avoir été présents aujourd'hui. J'ai pas vérifié le programme, donc je sais pas exactement quand est-ce qu'on vous retrouve. Mais en tout cas, merci Mathis de nous avoir raconté tes expériences du côté du basket. Avec plaisir, Jean. Merci à toi pour l'invite, c'est toujours un plaisir. Et puis bah merci à ceux qui nous ont écoutés. Effectivement, effectivement, tu fais bien de le souligner. Et puis merci, merci Maxime d'avoir été présent. Malheureusement, pas de médaille pour Baptiste Addis, mais ce n'est que partie remise. On se retrouve à Los Angeles. Bah, il nous écoute déjà plus. Maxime, Mais il veut si, pas. si, je vous écoute. Je regardais le planning en fait. Je regarde 5-0-8, il y a dispo. Non, non. Enfin, voilà. Ok, ok. Je leak un peu les coulisses de. C'est pour ça que j'étais focus sur qui est là Ah demain. bah, ok, bon bah demain on retrouve Mathis normalement. Toi t'es pas là, tu dis. Non. Ok, bon bah très bien. Et bah ce sera soit Gaëtan, soit on rappellera Robin. On vous tiendra au courant. Vous découvrirez ça donc demain comme d'habitude, même rendez-vous, même lieu, même heure, sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique à partir de 22h. Les replays sont disponibles sur YouTube. Je mets en ligne quelques dizaines de minutes après le stream. Merci donc à vous tous qui avez été présents. On se donne rendez-vous demain pour débriefer de ce qui sera là aussi une très très grosse journée olympique. Et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée. Salut les amis. Ciao.